qu'une certaine Thelma vient d'être destituée de son titre de plus jeune rescapé du cancer du sein. Aujourd'hui, elle est âgée de 13 ans et à 13 ans, elle avait subi une mastectomie radicale à l'âge de 9 ans. Pardon. Et devant soi, une certaine Anna Powell d'une année. Et là, quelque part au Canada, une enfant de 4 ans porte désormais les lauriers non désirés de la plus jeune victime du carcinome juvénile du sein. Et la petite Thelma, eh bien, elle se demande si la rétrogradation de son standing ne va pas avoir des conséquences catastrophiques sur l'incroyable quantité d'événements caritatifs cravatés de rose à laquelle elle est conviée toute l'année. Car cette Thelma, c'est une célébrité, un prodige, on l'appelle la Justine Bieber de l'espoir. Mais maintenant qu'il y a une consuliervante bien plus jeune qu'elle sur la scène, il va falloir qu'elle réagisse, qu'elle fasse quelque chose de grand. Le monde entier doit tweeter sur elle et pas sur cette arriviste de Canadienne. Mais bon, je crois que la petite Thelma est une guerrière, elle s'est juste absentée trop longtemps de la scène. Mais maintenant, c'est le moment de pénétrer à nouveau au l'œil du public. Commencez à... Quoi, vous commencez? Bah, c'est mon magazine que vous avez dans les mains. Comment ça, c'est votre magazine? Je l'ai trouvé là, sur la chaise. Si c'était votre magazine, comme vous dites, vous n'aviez qu'à le garder ou de le laisser? Si j'avais su que vous l'oubliez, je l'aurais gardé. Peut-être, mais vous l'avez laissé. Maintenant, je vous interdis d'y toucher. Mais pour qui il se prend, monsieur? On garde tout pour soi et monsieur est heureux, c'est ça? Mais parfaitement. On commence toujours par s'aimer soi. On ne se compare pas, on ne regarde que soi et on est heureux, parfaitement. Eh bien, il ne le sera jamais heureux, monsieur, avec ses airs supérieurs. Mais ça, c'est vous qui le dites. Si vous pensez vraiment, monsieur, que l'on va tous s'incliner devant vous, vous vous trompez, mon petit monsieur. Moi, Maman. je me suis... Non, je suis au théâtre. Si je suis contente de devenir une femme, comment ça? Ça n'est jamais qu'un mari. Pourquoi on se marie? Mais pour faire comme tout le monde, maman. Bien fait. Bien fait. Tu sais, pour un mari, on est toujours assez bien. Non, moi, mon idéal d'homme, c'est justement celui que je ne peux pas épouser. J'aurais préféré un homme très en vue. Mais non, pas un artiste, non. Un mauvais sujet. Comme celui qu'on a croisé l'été dernier. Qu'il a une réputation détestable, mais je le sais. C'est ça qui vous pose un homme. Toutes les filles lui couraient après. Comment il m'a plu? Ben tiens, c'est quand j'ai vu que toutes les femmes avaient envie de lui. C'est comme en tout, pardi. Pourquoi crois-tu que l'on désire une chose? C'est parce que tout le monde la désire. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un objet? C'est l'offre et la demande. Eh bien pour lui, tu y es. Il y avait beaucoup de demandes. Un mari comme lui, ça, c'est flatteur. Une espèce de légion d'honneur qu'on est doublement fier d'obtenir. D'abord parce que ça vous distingue. Et puis, ça fait enrager les autres. De la vanité, ça, et pas de l'amour. Ah, mais je te demande pardon, c'est ça l'amour. Quand on peut se dire, vous l'auriez bien voulu? Eh bien, vous ne l'aurez pas. C'est moi qui l'aime. L'amour, c'est comme ça. Voilà une femme de bonne compagnie. Je la connais bien, vous savez. Elle fait la passion de bien des gens, et son peut-être futur mari en est très jaloux. Il a toujours peur qu'elle finisse par aimer quelqu'un de ceux qu'il aime. Mais il n'a rien à craindre. Elle est trop folle. Oui. Mais pourquoi trop folle? Alors un homme comme moi ne peut pas lui paraître aimable? N'a-t-elle pas des yeux et des oreilles? Mais si, certainement, monsieur. Mais vous savez, une femme comme elle n'achève jamais ni de vous regarder, ni de vous entendre. Et vous n'aurez pas le temps de lui plaire assez pour lui faire impression. Ah oui, et pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce que tout d'un coup, hop, une mouche vole, elle vous croise, et de la mouche, elle passe à son miroir. Là, de là. Ah, c'est net, bien. Autre chose. On peut quand même peut-être l'attraper. Oui, sûrement. Elle pourra revenir à vous par distraction, et puis vous recommencerez.
Mais Anne n'y sera déjà plus. Cependant, ces femmes-là veulent plaire, non? Mais non, non, monsieur, non, elles ne veulent pas plaire ni à vous, ni à personne. Elles veulent plaire à tout le monde. Et tout le monde assemblé. Voilà leur amant, celui qu'elles écoutent, celui qu'elles aiment. Cet objet-là les fixe. Et il retient toutes leurs distractions. Avisez-vous de vous isoler, de sortir de la foule. Vous n'existerez plus. Eh bien moi, je préfère être livré à cette créature immorale, infidèle, impitoyable. Plus elle sera cruelle, et plus je serai content. Et puis c'est aussi une licence. Mais vous perdez la tête. Mais non, pas du tout. Je vous aime de toute mon âme. Faites de moi ce que vous voulez, je suis votre esclave. Cela ne m'amuse pas d'avoir un homme à ma merci. Ah mais si, faites-le. Moi, jamais je ne pourrais être heureux si je dois regarder de haut ma bien-aimée, non? Il faut qu'elle se montre cruelle envers moi pour que je puisse l'aimer. Vous me croyez capable de maltraiter un homme comme vous? Mais pourquoi pas? Si je vous en adore encore davantage. Vous poursuivez donc ce qui fait fuir les autres. Et absolument. Absolument. C'est ce qui fait ma singularité. Mais alors l'égalité des conditions. L'égalité des conditions, ça devrait faire de nous des êtres nouveaux, non? Ni serviteurs, ni esclaves et ni maîtres. On a détruit les privilèges de quelques-uns, mais aujourd'hui, on rencontre la concurrence de n'importe qui. Non mais alors, aussi démocratique que soit la société, apercevra-t-on toujours un point qui nous domine pour tourner nos regards de ce seul côté? Mais oui, c'est comme en amour. Tout être aimé. Et dans une certaine mesure, tout être. Et pour nous, comme Janus, nous montrant le front qui nous plaît si cet être nous résiste, et le front morne si nous le savons à notre perpétuelle disposition. Vous savez, si nous savions mieux les analyser, nos amours, verrions-nous que souvent, les femmes ne nous plaisent qu'à cause du contrepoids d'hommes à qui nous avons à les disputer. À un être qui n'excitait en vous qu'un insignifiant désir physique, vous ajoutez aussitôt une valeur immense que vous confrontez avec lui. Mais mon plaisir ne se transformerait pas en amour si je n'avais pas de rival que je fais enrager. Mais alors, l'égalité des conditions? Ça ne va pas? En ce moment, je suis sous neuroleptique pour prévenir mes troubles paranoïaques. J'en prends le moins possible, mais il m'arrive quand même de me sentir très mal. D'avoir peur, surtout au milieu d'une foule. Neuroleptique, une femme comme toi? Mais comment c'est possible? La sempiternelle vieille histoire, trahie par la vie. Je suis irrésistiblement attirée par les donjons et je suis devenue cinglée. Alors, toi aussi, tu t'amourages des êtres qui font pas de quartier. Oui, les marchands d'amour essentiellement. Les obsédés, les mauvais garçons, incapables de leur résister. C'est pas comment flirter avec eux. C'est pas du tout comment m'y prendre avec eux. Et naturellement, je suis un appât pour ceux qui me veulent moi. Moi qui ne veux pas d'eux. Ce qui me rend folle, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui me court passionnément après. M'appelle au téléphone, me harcèle et m'inonde d'invitations. Vous voyez? Me noie fondamentalement. Et en même temps, il y a l'amant absent, qui est parti et ne me porte plus d'intérêt, ou joue à plein de jeux avec moi. Et je deviens un tout petit peu folle, un peu cinglée, disons. Ça arrive. C'est parfois au début, mais le problème, c'est que cela se reproduit encore et encore. On dirait que je suis incapable de m'en sortir. Et c'est là mon châtiment. C'est là toute mon histoire. Mais attends, n'as-tu pas d'aventure qui ne soit pas risquée, qui soit un peu agréable? Plus ou moins. Et alors, que se passe-t-il? Je ne tarde pas à m'emmerder. C'est tragique, ton histoire. Je voulais aller lui parler, mais il y a l'autre qui est toujours sur le coup, là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tranquillement finir ma bière et les surveiller du coin de l'œil. On se connaît? Non. Si c'est une plaisanterie, elle est pas drôle. Hein. Salut. Comment t'appelles-tu?
Peter. Ah bon? Peter. Ce n'est pas ton vrai nom. Si, ça l'est. Je continue de regarder l'autre pétasse du coin de l'œil, mais elle refuse de regarder de mon côté. Si ça se trouve, elle va finir par partir avec lui. J'aurais juré que tu t'appelais Jean Patrick. Écoute, je te jure, je m'appelle genre Peter. Là, je réfléchis aux différentes possibilités qui s'offrent à moi. Je file en douce et je vais me coucher. Ou alors je l'embarque. Je vais boire un verre avec elle et je la plante là. Je peux la sauter aussi. C'est pas mon style, hein, mais bon. Tu te décides? Pourquoi pas? Elle est chiante, elle est sexy. Je ne prends pas la pilule. Ça, Alors, attends. Arrête. Je veux dire, arrête. bien fait, tiens. Allez, casse-toi maintenant! Putain. Affaire classée. Rock'n'roll. J'éprouve en cet instant la sensation d'une discrimination. Je suis une petite fille discriminée face à 1000 autres qui vivent leur vie radieuse sans rencontrer d'obstacles. Cette étendue renferme dans son intimité, implicite, dissimulée, des millions d'initiatives, de décisions, d'esprits qui calculent, licencient, assassinent, préparent des attentats, agitent leur langue, concoctent des OPA, scrutent des écrans d'ordinateur ou de téléphone portable, des radios du thorax, des cours de bourse, des pénis, des clitoris, des courbes de rentabilité, réalisent des projections, formulent des hypothèses, se parfument des aisselles, articulent des dialectiques, des analyses géopolitiques, mordit des pointes de sein, élabore des stratégies, commercialise des hélicos, donne des interviews, enfile leur pyjama, regarde Jean-Luc Mélenchon à la télé. Et moi, inoccupée, vacante, je ne comprends rien à ce qui m'arrive. Petit bouchon de liège qui dérive sur l'océan. Putain. Je me suis toujours conformé aux attentes de la société. On a voulu que je sois bon élève. J'ai été bon élève. On a voulu que je décroche Polytechnique. J'ai décroché Polytechnique. On a voulu que je cherche une femme. Je cherche une femme. On a voulu que je sois performant dans mon travail. Ah, je le suis. On a voulu que je sois propriétaire de mon appartement. Je le suis. On a voulu que je donne du plaisir. J'ai essayé. Et j'y arrive pas. J'ai jamais compris comment ça marche. Je suis jeune, j'ai l'orgueil d'être le meilleur, or il est établi que jamais je ne donnerai d'orgasme. Moi, qui ai triomphé d'épreuves bien plus sélectives que celles du sexe, qui ai raflé des premières places, des prix d'excellence, j'ai toujours cru que quelque chose d'inné, d'élitaire, allait me permettre de conduire la femme, sans que je sache exactement par quels moyens, vers ce plaisir que l'on présente comme une victoire, comme un accomplissement que l'homme moderne se doit à lui-même, mais rien. Or, face à ce doute, face à l'échec, face à l'offense qui m'était faite, il m'arrivait certaines nuits d'entendre une voisine qui soupirait et qui hurlait des « Oh oui, ah oui, c'est bon, ah je la sens, ah c'est bon, ah plus fort, ah plus fort, ah vas-y encore, encore !» Vous imaginez l'humiliation qui m'inondait?
faire semblant d'être sourd, continuer de lire Wittgenstein comme si de rien n'était, être humilié par ses voisins qui y arrivent et ne rien dire. Je me sentais diminué, fragilisé. Bon, ça va là, ça va, nom de Dieu! Ça va les animaux là, les chimpanzés, c'est pas bientôt fini? Tu vas jouir? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi, l'autre, là, hein? Si un jour je le croise dans l'ascenseur, j'examinerai son attitude, son comportement. Je chercherai sur ce physique victorieux des indices. Une info, je sais pas, je le suivrai dans tout l'immeuble, putain! Être dominé sur une question quelconque par le premier venu, là? Un chauffeur de taxi? Un employé de chez Darty? Un fonctionnaire municipal? Mais je sais pas, mais comment survivre à cette humiliation, comment? Nul n'est à l'abri. C'est un axiome universel. Pourtant, je pensais l'être. Je veux dire à l'abri. J'ai toujours cru qu'on m'admirait. Qu'on admirait ma situation, mes facultés, mon diplôme, mon mode de vie. Je me suis toujours sentie supérieure aux gens. À vous tous réunis. Et je pensais qu'on validait cette supériorité. Je me suis toujours vécue comme un être inégalable, isolé, une île prestigieuse, semblable à celle que l'on peut voir sur les Bounty, mise à l'écart du monde médiocre par un liseré infranchissable. Et je me suis rendu compte récemment que les gens n'admettaient pas ma supériorité, qu'ils n'avaient pas pour moi l'admiration tacite que je leur supposais, qu'ils se foutaient de moi comme je me fous du reste du monde. J'ai découvert que chacun se vit comme un être unique, installé sur sa petite île prestigieuse, que chacun est convaincu de la supériorité de ses croyances, de ses choix, de ses convictions, de la déco de son salon, que chacun est convaincu d'avoir du goût, du talent, de l'entendement, et que par conséquent, chacun se trouve dans l'incapacité d'en reconnaître aux autres. Les jeunes brels de la télé-réalité sont convaincus d'être de plus grands chanteurs que les chanteurs. Les alcooliques du bar tabac sont convaincus d'être de plus grands politiciens que les politiciens, etc., etc. Mais oui, mais nous appartenons aux autres, ma chérie. À ceux qui nous perçoivent, nous enregistrent, nous classifient. Nous ne sommes pas libres. Nous sommes prisonniers de la représentation que les autres se font de nous. Impossible d'en sortir. Nous sommes partout dans le regard des autres. Nous proliférons. Je prolifère. Une fois, j'ai proliféré dans la tête de 30 crétins, amassés dans une boulangerie. Je coule des jours paisibles dans vos cerveaux, sous la forme d'une représentation dégradante, une image despotique qui manipule, conditionne mon existence. Moi qui croyais qu'on admettait ma supériorité. Moi qui pensais que la plupart des gens n'ignoraient pas qu'ils n'étaient pas uniques, précieux, mais au contraire, communs, identiques, indistincts, dupliqués, fabriqués sur le même moule. Moi qui croyais qu'ils vivaient comme des mouches, anonymes, toutes semblables. Bref, aujourd'hui, cette multitude de mouches, de ce seul fait qu'elles revendiquent d'être uniques, distinctes, singulières, cette multitude de mouches est devenue pour moi une masse hostile, démultipliée, menaçante. Moi qui devais jusqu'à présent faire face à une seule entité, l'entité générique des gens communs, je me retrouve face à des milliards d'individus. Je me vis comme ayant la planète entière contre moi. Je ne sais pas si vous saisissez exactement le sens de ce retournement. Ouais. Putain, c'est ça, c'est vouloir être le meilleur et être dominé par le premier venu. C'est exactement l'histoire de mon voisin qui arrive à faire jouer. Arrête avec ton voisin, ça suffit. Quand on se compare à l'amant, on ne le voit jamais, lui, l'amant, dans aucune de ces affreuses situations dont on parle. Ah, c'est vrai. Avec l'amant, le quotidien s'éloigne. C'est la maladie d'Emma Bovary, ça, non? Pour la femme, dans les premiers feux de la passion, tout amant, c'est Rodolphe, non? Ce livre, c'est mon bréviaire. Oui. C'est quoi ton passage préféré? Oh, le brutal, bien sûr. Quand à la fin, elle court trouver Rodolphe pour lui demander de l'argent. Quand elle le
pour la sauver et qui lui dit « Je ne les ai pas, chère madame. Flaubert, c'est un bon guide pour comprendre les oiseaux. Je ne les ai pas chers. C'est délicieux. » Oh, il n'y a pas besoin de 3 hommes pour endurer tout ce qu'elle endure. Hein. Généralement, un seul fera l'affaire. Rodolphe, puis Léon, ensuite Charles Bovary. D'abord l'extase et la passion, puis, avec le temps, le fabuleux amant se corrode pour ne plus être qu'un amant banal, un amant prosaïque. Il devient un Léon, un Péquenot finalement. La tyrannie du réel commence. Comment ça, un peu plus Un plouc, un provincial, assez gentil, assez séduisant, mais pas précisément un homme de valeur. Sublime à tous égards à sa chanson. L'homme, autrefois parfait, est un méprisable raté. On pourrait le tuer. La réalité l'a remporté sur le Mais alors, des deux, je suis quoi, moi, pour toi? Je dirais quelque part entre un Rodolphe et un Léon. Et puis c'est la dégringolade, non? Sur la pente qui mène à Charles Bovary. C'est pas mal. Oui. Quelque part entre le désir et le désenchantement. Dans le long plongeon qui mène à la mort. La mort. Mais quelle mort? La mort morte ou... Moi, dans les baumes, seules les mères de jeunes filles qui recevaient c'est la parole. Sinon, je restais planté le long du mur toute la soirée, à regarder la piste. Attristé par le sentiment d'être à l'écart, j'étais incapable d'entreprendre quoi que ce soit pour ne pas l'être. Tellement j'avais honte d'être également incapable de faire bouger mon corps. Et sentant mon corps hurler son malaise dans l'assistance, eh bien je restais passivement à écouter la musique qu'il mettait. The Bottle, Les Old Chant ou All by Myself. La quadrature du cercle. J'avais honte d'être incapable de m'amuser, et j'étais de moins en moins capable de m'amuser à mesure que ma honte grandissait. Alors parfois, j'allais m'entraîner dans les toilettes. Et une fois remonté sur la piste, quelques minutes plus tard, la mémoire des mouvements limpides que j'avais composés dans l'isolement s'évaporait. Mon corps se durcissait, se refusait au rythme. Alors je retrouvais ma place le long du mur à observer la piste. Et à l'époque, c'était seulement dans l'isolement qu'il m'était possible de me sentir à l'aise dans ce corps renié par les autres, en harmonie avec ses pensées soutenues par elles. Sinon, en société, ces pensées étaient des pensées dévastatrices, des projectiles lancés contre moi qui détruisaient mon assurance, des substances toxiques qui empoisonnaient mes humeurs, postulaient mon infériorité, ravageaient mon avenir. Et je commençais à fantasmer ma vie et à sortir de la réalité à cet âge-là. Me construisant dans l'ombre, n'existant qu'à l'écart des autres, dans l'isolement, la solitude de mon cerveau. Buvant des verres de banga, je me sentais comme la réplique exacte du philodendron placide auprès duquel je me tenais. Je n'étais rien. J'envisageais ma vie entière comme un principe de solitude et d'exclusion. Moi, j'ai bien souvent pensé au suicide. J'attendais la vie. J'attendais l'âge adulte. L'adolescence n'était pas mon terrain. Le seul désir que j'avais, c'était qu'un jour, les rapports de force s'inversent. C'était qu'un jour, je puisse prendre ma revanche. Et à l'âge où l'on s'abîme dans l'ivresse de la vie naissante, je travaillais comme une bourrique. Je passais des heures dans ma chambre, enfermé, à travailler sur des exercices, à composer des dissertations. Je rêvais mon avenir. Mon adolescence fut laborieuse, disciplinée, consciencieuse, responsable, prosaïque, réaliste, angoissée surtout. Il faut apprendre à déjouer l'angoisse. Moi, j'ai passé ma vie à apprendre à déjouer l'angoisse. Dès l'âge de 6 ans, je me réveillais toutes les nuits pour vérifier
ouvrant mon carnet de texte et feuilletant mes cahiers, que j'avais bien fait tous mes devoirs. J'étais somnambule, happé par des terreurs nocturnes et secoué de tics nerveux. Et puis avant de dormir, j'allais voir mes parents et je leur disais à demain, comme si le à demain crucial qu'il fallait coûte que coûte qu'ils me répondent, dussé-je le réclamer 2 ou 3 fois, allait protéger ma personne de la mort. Et puis je m'allongeais, je mettais la main sur ma poitrine et la lenteur des battements m'effrayait. J'avais des crises telles que je hurlais. Ma mère accourait, je lui répétais « à demain », et puis elle me répondait « à demain, à demain ». Et là, je pouvais m'endormir. Puis à l'adolescence, la peur de la mort sociale a remplacé la peur de la mort tout court. J'ai découvert l'existence d'une autre mort que la mort physique et cérébrale. Bien pire encore dans ses implications. La mort sociale. Les indicateurs de pérennité, les indices que je surveillais n'étaient plus les battements de mon cœur, comme toi, mais mes bulletins scolaires. Sur du papier millimétré, avec les notes que j'obtenais, je concoctais des courbes que j'affichais dans ma chambre. À 12 ans, j'ai commencé à avoir peur de rater ma vie, de devenir une femme qui marche, qui mange, qui dort, qui travaille, qui paye son loyer, mais qui est morte, qui n'est qu'un pion inanimé, qui subit l'existence, un automate qui n'a plus d'horizon, qui vit cloîtré dans une cellule, ne construit rien, ne nourrit plus d'horizon, plus d'espoir, accumule les années, attend la mort clinique, tout en sachant que rien d'un point de vue d'ici là n'enrichira ni suspendra son existence. Le caractère sacré de la vie, qu'on redoute de perdre, s'est effacé au profit du caractère sacré de la réussite sociale, à côté de laquelle on redoute de passer. Du coup, la perspective s'est renversée. La mort s'est imposée comme une échappatoire éventuelle. C'est vrai. La perspective se renverse. S'il est possible d'échapper à la mort tout court, il est possible de fuir la mort sociale en se tirant une balle dans la bouche. Ouais, moi j'ai connu cette illumination en 5e. Ce jour-là, je suis né dans d'horribles souffrances. C'était ma première infamie, une interro d'anglais. Hyper facile, vraiment une offrande du professeur à la moyenne trimestrielle, et alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois que la consigne m'a paru trop simpliste. Il fallait transposer sous la forme interrogative des phrases affirmatives au passé composé. You heard your mother, you eaten your cake. Bon, j'en connaissais les réponses. Have you heard your mother? Have you eaten your cake? Je formulais les réponses mentalement, incrédule, en découvrant l'énoncé, et puis je me suis demandé, mais c'est possible de poser des questions si primaires? Ah non, j'ai flairé l'entourloupe. Hein. Le festival de contre-exemples, la cascade d'exceptions, et bien décidé à être le seul à déjouer le piège sournois que Madame Duc avait tendu, répugnant sans doute à vouloir rédiger les mêmes réponses que les autres, à me fondre dans la masse démocratique, j'ai commencé à élaborer des propositions sophistiquées, tordant la langue anglaise dans tous les sens d'une manière si savante que j'étais fier que mon cerveau soit parvenu une fois de plus à se distinguer. J'étais l'élite de la nation. Do you have heard your mother? Do you have eaten your cake? Et en rendant ma copie, j'ai été pris d'un flash tétanisant. J'avais écrit n'importe quoi. À la sortie des cours, les élèves s'exclamaient « Putain, mais l'interro, hyper facile, non? T'as mis quoi, là ?» Moi aussi, putain, j'avais fini en 5 minutes. Tout le monde exultait et les cancres eux-mêmes exultaient. Mes camarades s'échangeaient les bonnes réponses, ils étaient d'accord sur tout, ils se frappaient dans les mains, et là, j'ai pris conscience de la bévue désastreuse que j'avais commise. Confirmation du fulgurant pressentiment qui m'avait saisi en rendant ma copie. Et j'ai eu 0. Bah alors, mon petit? Bah qu'est-ce qui s'est passé?
En écoutant les commentaires sarcastiques de Madame Duc, là, j'ai violemment pensé à la mort. Si cette amorce de déclin devait un jour s'étendre à l'ensemble de ma vie, si celle-ci devait basculer un jour dans un irréversible et infamant zéro, la mort pourrait toujours me libérer. Cette pensée m'a jamais quitté. Moi, je pense à la mort pratiquement tous les jours, mais comme un refuge. Tous les jours, je me dis que mes échecs sont relatifs, du moment qu'on peut s'y soustraire par le suicide. Du moment qu'il est possible de mettre un terme au cauchemar de la débâcle. Cette pensée, c'est la capsule de cyanure qui est logée dans le creux de la dent des agents dans les films d'espionnage. À tout moment, s'il y a un ennui, je peux croquer la capsule. Crac. Et je suis mort. Et c'est terminé. Et cette pensée ronronnante m'accompagne depuis 20 ans. Moi, quand je pense à la mort sociale, je pense au mépris, aux humiliations, à l'exploitation, à l'irrespect, à l'indifférence dont on peut être l'objet. Je pense aux privations les plus indignes, à l'absence de liberté, de libre arbitre, d'identité, de dignité, à ces souffrances qui sont si vives qu'il devient impossible d'apprécier la beauté d'un coucher de soleil ou d'une cathédrale pour se dédommager des douleurs que l'on endure. N'être rien. Se sentir une merde inutile d'un bout à l'autre de sa vie. Vivre en marge des splendeurs du monde. Se savoir médiocre et sans talent. Se sentir inférieur. Il me paraît légitime qu'une angoisse désastreuse naisse de là. Car aujourd'hui, en ces temps de libéralisme effréné, le partage de la population ne relève plus d'un déterminisme ancestral, les seigneurs et les serfs, mais d'une lutte acharnée qui peut faire de n'importe qui un anti. Et là, tous les coups sont bons. Un combat à la vie, à la mort, qui plonge les perdants dans la misère et qui hisse les vainqueurs au plus haut niveau, quitte à les faire redescendre brutalement. Toute médiocre qu'elle semble être, cette angoisse tristement prosaïque de ma maman, comparée à la grande angoisse noble de la mort, est peut-être en réalité la seule métaphysique qui vaille, celle de l'homme pour qui tout se joue ici et maintenant, sans autre salut possible que celui de la réussite matérielle. Alors moi, je ne vois pas du tout comment la société peut donner naissance à autre chose qu'à cette angoisse hégémonique du décès social, qui est pire que la mort. Mais moi, un jour, je rencontrerai une femme fabuleuse qui m'aimera. Je vivrai à Venise. J'écrirai des textes fameux qui m'enrichiront, me rendront célèbre. Tout le monde me connaîtra. L'existence n'est-elle pas déroulée devant moi comme un tapis rouge jusqu'à l'horizon? N'est-elle pas débordante de promesses? Mais dites, quand les dés sont jetés, que rien ne va plus, quand il est plus possible de rêver, quand on est cloîtré, enchaîné, humilié, dans les soutes de la société, sans pouvoir en sortir, quand ces rêves qui autrefois étudiants vous aidaient à survivre, ces horizons radieux, ces ressources dissimulées, disparaissent, n'existent plus, ne sont plus en mesure de soutenir vos efforts, de vous encourager à poursuivre, à surmonter les échecs, les épreuves, le désespoir. Mais dites, qu'est-ce qu'il faut faire?
spectacle succède donc un débat en présence de François Flao, que je remercie de sa présence, qui était là déjà à la première, qui est donc là à la dernière, donc qui a écrit notamment Le sentiment d'exister, et qui est aussi un spécialiste des contes. Voilà, il a beaucoup écrit sur les contes. Donc je vous invite à venir discuter avec nous et à nous poser vos questions. Dans le salon. Il y a des salons à côté, c'est très